jouant, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Jean-Christophe Drouet. Salut à tous, si vous venez tout juste de nous rejoindre, oui, c'est l'Afterfoot jusqu'à minuit comme d'habitude. Vous nous suivez sur RMC, sur BFM Sport ou encore sur rmcsport.fr. Il est 23h et comme tous les lundis, on accueille nos drôles de dames. Salut Philippe Auclair, Simone Rovera, Fred Hermel et David Lorto. Salut. Salut. Bonsoir. Alors, nous avons Simone Rovera, mais surtout, pardonne-moi Simone, surtout Philippe Auclair en chair et en os sur le plateau. Regarde, Salut Philippe. Simone a mis une cravate parce que Philippe venait ce soir. Je suis désolé, moi j'ai pas mis de cravate, je suis en pull. C'est lui qui t'honore, c'est pas toi qui t'es honoré. Écoute, je cherche à dire quel club ça peut être la cravate de Simonet. Le Milan, c'est Milan. T'imagines ce que tu vas faire quand Fred Hermel sera en plateau avec nous un soir? Et par contre, Daniel, qui n'ait pas mis de cravate depuis 8 mois avec nous. Non, moi je Comment comprends. Il y a une on sorte de prend solidarité entre ces hommes de l'étranger. D'accord. Ouais, ça doit être ça. Alors avant d'entendre vos avis tranchés, drôles de dames, j'ai deux questions à vous poser parce que je ne sais pas si vous avez entendu l'avis tranché à 22h de Daniel Riolo. C'était incroyable, hein. On est en train de faire exploser le standard. Tout le monde a envie de réagir. Aïe, aïe. Comment on a traité dans votre pays cet envahissement de terrain à Lille, mais aussi est-ce que dans votre pays ça arrive régulièrement? Je me tourne vers Philippe Auclair parce que forcément tu es bien placé pour en parler. Écoute, je vais te dire une chose, c'est que moi je lisais le supplément sportif football du Times, qui est le grand supplément 20 pages consacré au foot. Il n'y a pas une seule mention de Lille. Par contre, bien évidemment, on a parlé de ce qui s'est passé à West Ham, au London Stadium, au stade olympique de Stratford, où on a eu droit à des scènes qui étaient assez inquiétantes, en sens que nous avons eu un envahissement de pelouse. On en a eu 4 en fait au cours du même match, interruption de la rencontre. Et ce n'étaient pas des interruptions qui étaient causées par la foule, c'était plutôt des individus. Et ensuite, un ou deux ou trois, avec une confrontation assez violente entre le capitaine de West Ham, Mark Noble, qui est vraiment le symbole de cette équipe de West Ham, et un supporter qui était là. On l'a vu, un tacle de rugby. Il y en a un autre qui est arrivé avec un poteau de corner qu'il a essayé de planter au milieu du terrain, un petit peu comme Graham Souness avait essayé de le faire quand il était en Turquie. En Grèce, on arrive avec des tasers. On en parlera un petit peu plus tard. Ouais. Le championnat grec a été suspendu aujourd'hui. Oui, et il y avait même, parce que j'ai compris, quelqu'un qui avait un pistolet. Oui, c'est ça. C'est le président du club. Quoi. Du club, oui. C'est pas au Salonique. C'est étonnant. Olympiakos, non, enfin bref. Salonique. C'était pas au Salonika. En l'occurrence, on a parlé énormément de cette affaire, bien évidemment, à West Ham. Il va y avoir maintenant apparemment un mur, une espèce de muret qui va être construit pour protéger la tribune présidentielle, puisqu'il y a en effet plusieurs centaines de supporters qui se sont dirigés vers la tribune où se trouvait Gould et Sullivan, deux des propriétaires de West Ham, qui ont commencé à faire des gestes extrêmement, des gestes obscènes, des insultes. En construisant des murs, on revient un peu en arrière. Oui, et avec la police également, qui apparemment sera là aussi pour les protéger. Bon, c'est le cas. West Ham est un cas vraiment à part, mais c'est ça qui a franchement, je dirais presque traumatisé. Encore une fois, je te montrais cette double dans le Times. C'est pas des scènes que l'on voit en Angleterre très fréquemment, c'est moins qu'on puisse dire. Des envahissements de terrain, il y en a de temps à autre, mais pour célébrer. Par exemple, une promotion. C'est moins gênant. C'est moins gênant. Ça arrive aussi en France. C'est même beau et ça fait partie du football. Ça, c'est complètement différent. On est dans une logique de protestation. Et une logique de protestation qui a dépassé les bornes, en l'occurrence à West Ham. Raison pour laquelle, je pense, on a beaucoup moins parlé de Lille qu'on en aurait parlé normalement. Bien sûr, Patrice Evra est un petit peu chat noir, en tout cas, sur le coup. Ouais. Simone Rovera, est-ce qu'on a parlé de Lille en Italie, même si évidemment il y avait une autre actualité, notamment le match, on en parlera avec toi, en hommage à Davide Astori. Et puis, est-ce que ça arrive aussi, ce genre de choses? Déjà, on a parlé sur les journaux du dimanche, c'est-à-dire 2 samedis que ça est venu après l'effet de Lille sur les journaux sportifs. Il y a eu quelques lignes en parlant de qu'est-ce que s'est passé. La Gazette, Tutto Sport, bien sûr. Aujourd'hui, il y avait une grosse. En même temps, à lui, tu lui poses la question, mais tu as juste à lui demander est-ce que toi, t'en as parlé? Parce que lui, il est correspondant. Ouais. En gros, si les gens en ont parlé en Italie, c'est Simone Rovera ou Alessandro Grandesso de la Gazette. Donc, est-ce que toi et Alessandro, vous en avez parlé? En gros, c'est ça la question, en fait. On en a parlé et aujourd'hui, il y avait une double page sur un peu les dangers vers la Coupe du Monde
déjà on parle de hooligans, si même les supporters un peu plus tranquilles, celles qui ne sont pas des hooligans, mais quand même il y a des envahissements dans des pays comme la France et l'Angleterre, est-ce qu'on risque d'avoir... Ça n'a rien à voir avec le hooliganisme. Rien à voir avec le hooliganisme. Ne mélangeons pas tout. Si déjà il y a un problème de hooligans, t'imagines, c'est même les supporters qui ne sont pas des hooligans arrivent à créer des dangers pour eux-mêmes et pour les joueurs pendant un match. Je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, je vous laisse parler. Non, et puis les hooligans, ça n'a rien à voir non plus, donc c'est pas le même. Ça embête mon Simonet. Moi je trouve ça beau dans sa bouche finalement des hooligans. On adore son accent. Vas-y Simonet, pardonne-moi. Pour terminer, il y a eu cette semaine un épisode un peu différent, mais des joueurs d'un club de Serie B ont été attendus dehors de la maison, menacés. Donc on a mis un peu tout dans les mêmes paniers en disant attention parce que en Europe, il y a plus en plus d'épisodes des violences contre les joueurs et on espère qu'il n'y aura pas la Coupe du Monde. C'est pas que ça le problème. Une minute, j'y sais. Dimanche 20 secondes. Dimanche après-midi, match de U17 de PH quoi. Enfin, je sais même pas le niveau, mais c'était pas un niveau élevé, c'était des moins de 17, des jeunes. Le coach d'une équipe, je le sais parce qu'on me l'a raconté, parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui joue dans cette équipe. Un coach qui dit à un de ses joueurs, parce qu'il a fait une faute, tu veux mon poing dans la gueule. Le père du jeune qui du coup forcément s'énerve sur le côté. Tout le monde s'énerve. Ça n'a rien à voir. On mélange tout. Ça n'a rien à voir. Non, si, ça n'a rien à voir. Parce que tu sais pourquoi je veux dire rien ça à voir. Parce que c'est il ne ce faut qui se pas passe tout partout, mélanger. Daniel. Non. Et c'est ce qui se passe en dehors du football aussi, malheureusement. On mélange tout. Non, je mélange pas, Daniel. Ça a un rapport. Ça a forcément un rapport. Le comportement des gens, Daniel. On n'est justement pas dans du hooligan. On est dans des gens qui ne savent plus protester ou dire sans violence. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Le premier tweet, c'est de l'insulte. On est là-dedans, Daniel. Ça, je vais pas te contredire là-dessus, on est là-dedans évidemment. Partout maintenant, pas que dans le foot malheureusement. Et je pense que chaque cas, chaque situation doit être analysée différemment. Ça ne veut pas dire que pour chaque cas, il y a des solutions différentes. Je ne vais pas être d'accord avec toi, évidemment. Fred Hermel, on posait la question et on pose la question de savoir si on a parlé. Ola Ticos. Ola tout seul d'ailleurs. On parle de Lille ou pas en Espagne, et est-ce que ça arrive ce genre de choses aussi chez toi? Ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus parce que il y a eu des envahissements, il y a eu des preuves, il y a eu plein de preuves dans le foot espagnol, mais il y a des clubs qui petit à petit, dans la plupart, nettoient leur stade et voilà quoi. La dernière fois qu'il y a eu un envahissement, c'était il y a 5 ans, il me semble. C'était un envahissement joyeux pour une montée en première division. C'était à Las Palmas et du style, il restait 30 secondes, voilà, et 2 abrutis sont allés sur le terrain déjà fêter la victoire. Ça a provoqué. Non mais c'est pas la bonne question en fait. C'est pas la bonne question que tu poses à Fred. Mais je termine. Mais t'as pas posé. En fait, c'est pas la bonne question. Donc, je raconte cette anecdote et en fait merci de m'avoir coupé. Ça durait pendant 5 minutes, le temps que les gens retournent dans la tribune, etc. Ils ont recommencé le match, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, t'as Grenade qui a marqué, et Las Palmas n'est pas montré en première division, et c'est Grenade qui était monté à l'époque en première division pour une connerie de 2 supporters qui étaient venus sur la pelouse. La question est quelle est l'expression, le moyen d'expression des gens qui soutiennent un club quand ils sont au bord du gouffre face à la situation catastrophique de leur club. Ce qui vous concerne vous, c'est ce qui s'est passé à l'époque pour Glazer à Manchester United, les manifs dans la rue, ça a existé. Donc c'est le moyen, ça on en revient au moyen d'expression. Que l'envahissement de terrain et la violence sur les joueurs qu'on a vu à Lille soit condamnable, on est d'accord. Quel est l'autre moyen d'expression? Le moyen d'expression, par exemple, au Real, imaginons si c'était géré, et ça l'a été, géré de façon catastrophique, genre tu dépenses 400 millions et il n'y a pas les résultats. Eux, c'est qu'au moment de l'élection, ils voteront plus pour le président, en l'occurrence, ils le foutront dehors. Voilà. C'est ça s'est passé avec un président qui s'appelait Calderón, motion de censure. Voilà. La question, c'est ça. Alors pour le club qui n'a pas de sociaux en Espagne, comment ça va se passer? Ça va peut-être être des manifs dans la rue, mais il y aura. Quoi qu'il en soit, en fait, la question, c'est pas de savoir on a nettoyé, on n'a pas fait ça et tout. Je ne crois pas que nulle part dans le monde, dans les pays de tradition footballistique, le peuple restera sans rien dire face à un club qui coule. Ça n'existera pas. Même en Angleterre mais entre ne rien dire et envahir un terrain avec agressivité. C'est pour ça que la question que je pose, c'est celle du stade, ces gens-là, ils n'ont plus d'expression. En Italie, on n'en parle même pas. C'est vrai, ça existe aussi. C'est vrai, Daniel, mais tu fais la question et la réponse, et moi je suis d'accord, mais je suis animateur, je ne pouvais pas poser cette question. Elle était beaucoup trop compliqué pour moi.
oui, c'est ça. Donc, David Lorto, est-ce que tu peux répondre parce que j'ai vu je t'ai entendu citer l'exemple d'Hambourg. Ah oui. Bah oui, parce que là on a en ce moment avec Hambourg un exemple qui nous donne quelques éléments divers qui alimenteront notre conversation. Hambourg, vous savez, et je le rappelle rapidement pour les auditeurs peut-être les plus jeunes, allez, on va dire c'est quoi ? C'est l'un des 2 plus grands clubs allemands avec le Bayern. En ce moment qui est en train de couler, qui est en ruine, on l'a déjà dit, et on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est la descente assurée cette saison. À Hambourg, comment on a réagi et comment on a provoqué la colère des médias, parce qu'évidemment là on a dépassé certaines bornes. Vous avez vu sans doute des images. On a des supporters d'Hambourg qui viennent cagouler au stade pour menacer les joueurs. On a des banderoles qui disent on va vous chasser tout dans la ville, dans les quartiers de la ville. Sous-entendu, on veut votre peau. Ça commence à devenir un peu menaçant. On a vu lors du derby de la Hanse contre le Werder Brême, on a vu des comment on appelle ça en français, des fumigènes, des effets pyrotechniques plutôt spectaculaires, mais dans le sens inquiétant du terme, dans le stade. Et on commence vraiment à s'inquiéter de ça. J'ai pas souvenir d'envahissement de terrain ces derniers temps, mais il y a des moyens d'expression du public à Hambourg qui rappellent quand même des mauvais souvenirs, quoi. Et attention, il faut préciser également que ces expressions qui peuvent parfois être violentes n'arrivent pas dans tous les clubs. Si en France, Toulouse descend en Ligue 2, Angers, le peuple ne va pas manifester de colère parce qu'il y a comme une forme quelque part de normalité, parce qu'il n'y a pas l'attente autour de la performance. Il faut qu'il y ait une sorte de trahison. Dans le cas de Lille, c'est parce qu'on a le sentiment que le mec arrivé de nulle part, a promis quelque chose et est en train de couler dans une expropriation totale de ce qu'est le club pour les supporters. Si ça arrive à Hambourg, parce que David Lorto a dit, ce club a une puissance et représente quelque chose et qu'il a ce soutien populaire. Totalement. Ça va pas arriver quand Benevento va descendre en Ligue 2, tout le monde s'en cague. Même les supporters, ils attendent rien. Milan. Il faut qu'il y ait... En revanche, quand Manchester United est racheté par un mec et qu'il y a des doutes et qu'il y a machin et tout, il y a toute une... Parce qu'il y a un soutien populaire qui est immense et que ce soutien populaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un capital économique aussi de cette grande entreprise qui réagit. C'est pas partout que ça arrive. Allez, je reprends la main. On va pas faire le débat de tout à l'heure. Imagine au sur des Real moyens ce que de ça réaction. Et ça réagit par l'absence. L'absence sur les travées. Ça peut aussi. Ouais, c'est un autre moyen. C'est ce que nous voyons exactement à Arsenal depuis quelques matchs où on voit un stade qui est aux 2/3 ou au tiers vide. Et ça fait très très mal à l'image du club et économiquement ça a un impact. Et ben voilà. C'est très intéressant. Mais c'est beaucoup plus intelligent à la limite, j'ai envie de dire. Pierre, on ne peut pas faire toute l'émission là-dessus. En tout cas, c'est très intéressant. Et on avait quand même envie de vous entendre là-dessus, messieurs de l'étranger, enfin plutôt nos drôles de dames. On passe aux avis tranchés et on va débuter avec celui de Philippe Auclair. Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également ? Si. J'ai pas changé d'avis. Il n'a pas changé d'avis. Philippe, tu voulais nous Ah. parler de Manchester qui va très bien, qui réalise un très bon match face à Liverpool et sans Pogba. Ouais. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Manchester United a mieux joué parce que Paul Pogba ne jouait pas ? Alors je sais que c'est une façon très avis tranchée de présenter la chose, parce que bien évidemment c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on a vu une équipe de Manchester United qui a livré, à mon avis, son meilleur match de la saison. Une première période très réussie dans le domaine de la création du jeu. Beaucoup d'incisivité, avec un excellent Lukaku, un excellent Rashford. Lukaku énorme, hein. Franchement, il est en train en ce moment de monter en puissance en permanence. Faut le coltiner, Et puis une deuxième période où on a vu un Manchester United plus mourinien, très discipliné, très organisé, qui certes a subi énormément, mais comme je le dis à tous mes amis liverpooliens qui me disent « Ouais, mais t'as vu, on a eu 80% du ballon, je sais pas si c'est tous les trucs », je leur dis « Mais vous souvenez-vous d'un seul sauvetage que David De Gea a eu à faire en deuxième période ?» Et la réponse est bien évidemment, il n'y en a eu aucun. Et bien évidemment, en Angleterre, on met ça en parallèle avec le fait que Manchester United a joué avec une formation différente, a joué avec un personnel différent et en l'absence de son joueur qui est censé être son joueur totémique presque, à savoir Paul Pogba. Ça ne veut pas dire que Paul Pogba est nul, ça ne veut pas dire que Paul Pogba ne peut rien apporter à cette équipe, ça veut dire que Manchester United a été capable de trouver un équilibre sans lui et que bien évidemment, pour cause de blessures, hein, en l'occurrence. Ouais. D'ailleurs, on en reparlera parce qu'il y a un match de Ligue des Champions demain. Il y a un match de Ligue des Champions contre Séville, bien évidemment. La chose, c'est que tu te dis, est-ce que tout compte fait ? Bon, la façon dont Pogba nuit à Manchester United, si vous me permettez cette expression qui est un petit peu excessive, c'est le fait qu'on ne parle que de Pogba.
Et qu'on n'arrête pas de placer Manchester United dans l'équation pogbienne. Pourquoi on parle autant de Pogba ? On en revient toujours aux critères économiques. Parce que 110 millions de transferts. Parce que c'est un énorme transfert, parce que c'est un joueur qui a une présence médiatique énorme. C'est le revers de la médaille du tout oseille dans le foot. C'est parce que c'est un joueur qui, au niveau de la reconnaissance globale, est un joueur qui apporte beaucoup à Manchester United. Mais est-ce que ça a été souligné dans la presse justement, qu'il n'était pas là et Alors, je vais te dire une des choses qui me frappe le plus, c'est qu'on en parle très peu. Et c'est ça qui me fait le plus peur pour Paul Pogba. C'est le fait que son absence, je ne dirais pas qu'elle soit passée inaperçue, elle est mentionnée. Il était blessé, il n'a pas pu jouer. Il a frappé dans la main, il a fait un high five avec José Mourinho lorsqu'il était interviewé par BT Sport, je crois. Mais à la limite, au niveau de la performance, on ne parle plus de Paul Pogba. Et ça rend sa situation extrêmement difficile. C'est un peu inquiétant, ça. C'est un peu inquiétant. On parle plus de toi. Parce que le schéma tactique a changé. On est passé du 4-3-3 où Pogba est à gauche. On est passé à un 4-4-1-1 avec Mata sur un côté et avec Marcus Rashford de l'autre, qui ont été tous les deux excellents. Le problème de où Pogba doit être sur le terrain. On n'arrive pas à savoir. On est dans une interrogation qui se poursuit. Et il ne s'agit pas de. Déjà, c'est vrai que l'équilibre était plus clair, quoi. Ben oui. Maintenant, moi, j'ai pas trouvé. J'ai regardé le match. D'abord, au bout d'un moment, je me suis ennuyé. J'ai trouvé que c'était un jeu. Bon, sur Manchester, j'arrive pas. La première période est bonne, mais après, c'est vrai que c'est un jeu très primaire. Je balance, Lukaku saute, dévie sur Rashford. Rashford, c'est un joueur FIFA. Mais Daniel, Lukaku, c'est pas juste je saute, je dévie, Lukaku. C'est un déménageur, quoi. Il cale tout, il est intelligent dans ses déviations. Il sait aussi en jouer. Exactement, j'aime bien la formule. Non, mais de toute façon, je vais pas le critiquer. Dans le schéma dans lequel il évolue, c'est compliqué. Mais bon, c'est pas fantastique, hein, Manchester United, franchement. Rashford, c'est une sorte de joueur qui accélère. T'as l'impression d'être sur la console quand tu vois Rashford jouer. Alors, après, j'ai pas trouvé formidable. Tu penses que c'est qu'une raison économique ? Parce que t'as d'autres joueurs à Manchester qui ont coûté très très cher. Alors pas 110 millions. Martial, ça arrive pour combien ? 80 ? 50, mais il y avait des bonus. Je crois qu'il a débloqué un bonus. Il a 60. 80. Lukaku, combien ? Mais Pierre, après, moi. Lukaku, 80. Après, moi, je suis pas dans la tête des mecs pour savoir comment ils gèrent ça. Mais je sais juste que tous par rapport à nous, on en parle beaucoup plus parce que ça coûte. Parce que déjà, c'est pas aussi fréquent que ça sur un milieu de terrain. Qu'on est plus habitué à voir ça sur un attaquant que tu vas juger, on va dire, sur des performances plus claires, c'est je marque pas. Et parce que Pogba, ça a quand même fait beaucoup de bruit. Ça a été le premier à dépasser la barre du 100 en euros, 100 millions d'euros, oui. En 100 millions. Elle a dépassé le premier. Oui, c'est le premier. Parce que le premier transfert à 100 millions d'euros, exactement, c'est Gareth Bale. On parlait de 91 millions. Je crois que c'était juste en dessous, 99,5. Demande à Fred. La déclaration auprès du Royal Treasure, c'était 90 millions, l'équivalent de 90 millions pour le jour du transfert, 1 million pour Southampton. Le jour du transfert. C'est la déclaration Royal Treasure. Le jour du transfert, j'étais en compagnie du directeur de la communication de Tottenham qui est venu voir chaque journaliste dans la salle où je me trouvais pour dire c'est 100 millions. Et la déclaration Royal Treasure. Bref, Pogba, ça avait beaucoup marqué les esprits. Et après, la façon dont chacun digère le fait d'avoir coûté autant et la place que tu te donnes dans l'équipe et le regard qu'on porte sur toi. Pogba aussi, il a le truc tout con, c'est cette présence au milieu de terrain, cette taille, cette aisance technique apparente qui est suivie également d'une forme de nonchalance. C'est un mec qui fait parler, quoi. Je me rappelle de son retour après sa blessure aussi, quand il est revenu et que pendant 2-3 matchs on disait Paul Pogba, le retour Paul Pogba remet Manchester dans les rails, c'est l'apport technique, c'est la touche technique. Mais c'est pour ça que je dis que la vie tranchée, il est presque sur le fait que la façon dont Paul Pogba affecte Manchester United cette saison, moins l'année dernière, curieusement, cette saison, c'est que le narratif est autour de Paul Pogba. Et ça nuit à l'équipe. Ça nuit à l'équipe. Et pour demain, est-ce qu'il va jouer ? Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il est dans le groupe ? Et est-ce que Paul Pogba a des chances de débuter la rencontre face à Séville 0-0 match aller ? Oui, dans le groupe, il y est. A priori, savoir s'il va jouer ou pas, Mourinho a un gros casse-tête parce que là, il vient de voir son équipe. Alors je sais peut-être que le match n'était pas totalement du goût de Daniel. Mais c'est une victoire qui compte. Un Manchester-Liverpool, rappelons aussi ce que c'est. d'Angleterre. C'est le plus gros match de la saison. Donc, et quand tu vois une équipe qui, encore une fois, produit du jeu, et aussi tu te dis, bon, tu le fais rentrer, mais tu fais sortir qui ?
Alors Sanchez, oui, en effet, tu pourrais faire sortir Alexis Sanchez parce qu'il n'est pas terrible, c'est moins qu'on puisse dire. Tu peux pas. D'un autre côté, tu peux pas. Ouais. Tu fais sortir Mata. Mata, c'est le créateur de cette équipe. Chaque fois qu'il joue Manchester United, Il faut que tu fasses sortir La un chose- 6 comme McTominay. tu fais sortir, oui, tu peux pas. Il faire l'aime sortir bien, Mourinho, Il McTominay, adore, hein. il adore Ah ouais, McTominay. je sais, mais- Tu fais sortir Rashford, il vient de marquer un doublé, puis pas un mauvais doublé. Compliqué. Réponse demain soir. On en reparlera demain soir, je pense. On en reparlera demain soir et on sera là évidemment sur RMC pour commenter cette rencontre avec notamment Jeannot Rességuier. On va parler un petit peu de Manchester City qui jouait ce soir en clôture de la 30e journée et qui s'est imposé facilement, sans surprise, face à Stoke 2-0 le match aller. Il y avait Doublé eu de 7-2. David Silva Doublé qui David revient, Silva. ça va faire très plaisir à Fred parce que David Silva en ce moment il est en train de revenir à un top niveau et Très apprécié par Julen Lopetegui. oui, Et David on peut Silva, le bien entendu, comprendre. sera titulaire au mondial avec l'Espagne. La question se pose même pas. Ouais, et il est en très très grande forme en ce moment. Un mot sur Tottenham également qui a digéré sa défaite Oui. et sa sortie face à la Juve la Et semaine c'était un dernière. petit peu surprenant parce que le Tottenham, il n'y a pas si longtemps, qu'on appelle Spursy, friable, frileux, tout ce qu'on voudra, qui se retrouve mené après une défaite aussi dure à accepter que celle contre la Juve et qui se retrouve mené 1-0 sur le terrain de Bournemouth, qui se fait secouer par Bournemouth de manière incroyable, a les ressources pour réagir, l'emporte finalement 4-1, après avoir perdu, alors ça c'est évidemment ce qui inquiète tout le monde, après avoir perdu Harry Kane sur une blessure à la cheville droite, cheville où il a déjà été blessé. Ce qui est alors gros doute pour les matchs amicaux de l'Angleterre. En fait, je pense qu'il y sera pas de toute façon. Mais on se pose surtout la question de la sévérité de cette blessure à la cheville. Pour le mondial On n'est pas loin. Hein. Ah oui, quand même. Ah ben quand même, oui. Donc attendons de voir quels seront les résultats parce qu'il a déjà été blessé cette cheville. Ouais, Pierre, tu sais, il a une c'est fragilité. le pire endroit pour un footballeur. C'est pas le genou, c'est la cheville. Ouais. Qui plus est pour un attaquant. Et pour Ouais, Arsenal, ça peut gêner un peu moins quelques défenseurs qui ont un peu moins besoin de sensibilité ou de souplesse, etc. est-ce qu'on a véritablement retrouvé Arsenal face à Watford? Pas vraiment, mais Comme tu y vas. on ne l'a pas retrouvé parce qu'ils sont toujours pas dans le top 4. J'ai eu la chance de commenter ce match-là. Oui. Non, on les a pas retrouvés encore. On les a pas retrouvés. On a vu une équipe très changée. Bon, confirmation du fait que Wenger, c'est Ligue Europa et rien. Puisqu'il y avait des joueurs qui avaient été mis au repos comme Koscielny par exemple, donc il y avait un petit problème visiblement physique. C'était mieux, c'était pas grandiose, l'atmosphère était quand même assez plate à l'Emirates. Et encore une fois, je reviens sur ce qu'on disait en ouverture de l'émission, le fait que le stade était au tiers vide en dit quand même long sur l'état d'esprit des supporters aujourd'hui. Ouais. Eux aussi, c'est la Ligue Europa. Ouais, Est-ce que Arsène Wenger doit être relancé? Il faut le relancer. Arsène Wenger veut retrouver la Ligue des Champions via la Ligue Europa? Mais il n'y a pas d'autre moyen de la retrouver. Manchester l'année Il a plus le dernière. choix. Exactement. Il a plus le choix. Ouais, il a plus le choix là. C'est même pas. Il n'a même pas de question à se poser là. Il n'a pas de question à se poser. Alors il y a eu quelques performances individuelles qui étaient de bonne qualité. On a vu Aubameyang n'a rien lâché tout le match. Oui, non, Encore il a continué, il a loupé des Ouais. occasions, mais il a continué, il s'est arraché intéressant. jusqu'au bout. J'ai trouvé Mohamed El Neni excellent, Oui. c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ouais, dans la passe, il a cassé beaucoup de lignes, il a trouvé beaucoup d'intervalles. Donc Peter Cech, bien évidemment, c'est ça Ouais. qu'il faut surtout mentionner, c'est que 200e. 200e. Alors comment dit-on en Clean français? sheet. Clean sheet. Drap propre. Drap propre. 200e. Je crois qu'on dit quand même clean sheet. Hein. Clean sheet. Premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à réaliser ce qui est quand même un exploit. Et il a eu du mal à le faire. Il a eu du mal et en plus en sauvant son premier penalty pour Arsenal. Il faut quand même le faire. Ça- Et ça- face à Troy Deeney. Oui, ça je l'ai découvert à la stade pendant le match, je savais pas. Alors, C'est Troy fou. Deeney, Quoi. il faut savoir qu'entre Troy Deeney et Arsenal, il y a une histoire. En ce sens que Troy Deeney était de Pour ceux manière qui sont à la très radio, publique. Philippe Auclair montre le journal. C'est ce que j'allais dire. Il n'arrête pas de montrer le journal. Oui, je le montrais, mais je décrivais en même temps. On voit une photo de Peter Cech avec le pouce levé face à Troy Deeney qui essaie de lui serrer la main. Troy Deeney qui vient de louper son penalty. Et Peter Cech lui dit son tu penalty. l'as bien tiré là où il Tu l'as fallait. bien tiré où il fallait. Troy Comme Deeney on était avait celui prévu. qui était allé sur la BBC et sur BT Sport pour dire que les joueurs d'Arsenal, après une défaite contre Watford, manquaient de, je cite en espagnol, cojones. Ah. Et là, c'était la revanche des Gunners qui est sur peut-être pas faux, Troy Deeney. Merci peut-être pas beaucoup Philippe Mais- Auclair. Nous on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'after avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot, nos drôles de dames et Fred Hermel va intervenir pour nous parler de Ousmane Dembélé. Il va réussir au Barça. On va écouter Fred Hermel dans quelques instants. À tout de suite sur RMC, il est 23h25.